Bonjour à tous, merci d'être avec nous ce matin. On va passer sur un sujet, je dirais, un petit peu moins léger que l'art et un petit peu plus sérieux et dramatique, puisqu'on va parler, de technologie, on va parler d'IA, mais on va parler aussi de guerre. Comme vous le savez, nous avons vu depuis quelques années le retour de la guerre de haute intensité en Europe. On ne peut même plus dire aux portes de l'Europe, peut-être aux portes de l'Union européenne, mais absolument en Europe. Des conflits en mer Rouge, des conflits dans le détroit d'Ormuz, qui posent cette question: quelle innovation le conflit va générer? Et en particulier, cette question dans la troisième dimension très haute, puisqu'on va parler d'espace. Quel impact l'innovation aura sur le conflit de demain et quel impact les conflits d'aujourd'hui ont sur l'innovation? Alors, pour répondre à ces questions, nous avons Antoine Rostand, que certains d'entre vous ont déjà vu hier, président et cofondateur de Kairos, qui observe la Terre depuis le ciel pour prédire un certain nombre de choses. Les incendies, ce que tu nous avais montré hier, mais également des questions sur l'énergie et beaucoup d'autres problématiques. Et Gilles Rabin, ancien directeur de l'innovation au CNES, expert des questions spatiales. Alors, pour commencer, peut-être qu'on peut faire un point sur le paysage actuel. Quels sont les acteurs, quelles sont les problématiques actuelles? Et pour nous lancer, je vais laisser la parole à Antoine. Qu'est-ce que tu vois comme grandes questions déjà et comme problématiques qui apparaissent déjà là maintenant en 2026? Donc, je vais me limiter donc à ce que je connais, donc la problématique d'observation de la Terre et de l'utilisation de l'IA sur l'imagerie satellite. Donc voilà, il y a le spatial, il y a beaucoup de choses. Je pense que Gilles a une connaissance bien plus encyclopédique que moi sur le sujet. Donc moi, je me focalise sur ce que je connais, qui est comment l'arrivée de nouveaux satellites qui ont été lancés notamment par l'Europe il y a un peu moins de 10 ans, a complètement changé notre capacité d'observation de la Terre. Donc l'Europe a lancé une constellation de satellites qui s'appelle Sentinelle, avec un certain nombre de capteurs, des radars, de l'hyperspectral et de l'optique classique, multispectrale, qui permet de couvrir l'intégralité du globe terrestre avec une image à peu près tous les 2 jours, selon les capteurs. Et c'est une quantité absolument gigantesque de données. Je pense que Sentinelle produit en une semaine tout ce qui existe sur Internet depuis la connaissance humaine depuis la nuit des temps. Donc c'est absolument gigantesque. Et on ne pouvait pas traiter ces données-là sans IA. Et donc c'est, avant c'était le big data, maintenant on appelle ça l'IA, mais donc c'est de l'algorithmique très puissante qui permet de traiter de manière automatique ces données-là. Et c'est vraiment ce qu'on fait aujourd'hui, ce qui est utilisé en Ukraine, ce qui est utilisé en Iran, ce qui est utilisé aussi par des acteurs civils qui sont mon marché. Donc moi, je vends mes services, mes données à des traders de pétrole, de gaz, d'énergie, ou de matières premières au sens large. Et il est vrai que le spatial nous permet de comprendre tout ce qui se passe sur la planète en temps quasi réel, avec un degré de certitude quasi absolu. On sait exactement ce qui se passe partout. Donc il y a une transparence qui a été amenée par ces nouvelles constellations qu'on n'avait jamais. Maintenant, c'est un peu comme, vous savez comment Waterloo a été utilisé par certains financiers. On a maintenant cet avantage informationnel pour ceux qui ont accès. Et cette information, avant, elle était limitée elle était surtout pour les militaires, qui en avaient une vision assez partielle, pas une vision globale, mais ils avaient les capacités pour revoir un certain nombre de choses. Maintenant, le monde civil est capable d'avoir une vision en temps réel sur tout ce qui se passe. Alors, hier, j'ai montré des photos de ce qui se passe en Iran. On est capable, grâce aux satellites, de voir l'impact réel sur les installations pétrolières et gazières. Donc, ça nous permet de comprendre quel va être l'impact sur les volumes et donc l'évolution des marchés. Et donc,
En l'occurrence, on peut voir que les dommages restent relativement marginaux sur un certain nombre d'installations, ce qui explique que les prix n'ont pas encore monté à $200, qui devrait être le cas si on ne prenait que l'information brute qui vient des telles installations ont été touchées ou pas. Donc on a un rôle économique extrêmement important parce que la transparence permet de saisir, de quantifier les risques de manière beaucoup plus précise, donc de baisser la volatilité et donc d'avoir un prix de l'énergie ou des matières premières qui sont cohérentes avec la capacité de production et les demandes du marché. Donc voilà, donc là où on est aujourd'hui, c'est une transparence qui n'a jamais existé dans le monde et qui est permise notamment par les satellites qui ont été envoyés par l'Europe et l'IA. Alors après, on parlera du futur, mais pour l'instant, c'est là où on en est aujourd'hui. Donc, est-ce que ce serait la fin du brouillard de la guerre, pour reprendre l'expression de Clausewitz? Alors justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est le contraire. Un exemple, pendant la guerre des 12 jours, quand les Américains ont bombardé l'Iran, tout le monde suivait, et notamment les Russes, suivaient le mouvement des B-2, qui devait avoir la fameuse bombe qui détruisait, etc. Bon. Et donc les Américains, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont envoyé 2 B-2 dans une direction opposée à la direction d'Iran. Et donc tout le monde s'est dit, c'est pas pour ce soir. Sauf qu'il y avait 3 B-2 qui avaient coupé ce qu'on appelle leur transpondeur, c'est-à-dire les méthodes de suivi radar des B-2, et qui sont partis directement sur l'Iran. Et donc, tout le monde a été surpris, mais alors comment ça se fait, etc. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, pour les questions de défense, il y a 5 dimensions à la défense. Il y a l'armée de terre, on connaît, la marine, les meilleurs, puisque je suis marin, c'est pour ça. Oui, on est d'accord. L'armée de l'air, la cybersécurité, n'oublions pas la cybersécurité, qui est la 4e dimension, et l'espace, qui est la 5e dimension. Et chaque système, puisque pour l'armée de terre, pour la marine, etc., c'est un système. Aujourd'hui, par exemple, tous les bateaux français sont à la mer. Ça n'a jamais existé dans l'histoire de l'histoire française. Tous les bateaux sont à la mer. Tous les bateaux qui peuvent naviguer, évidemment. Il y en a 2 ou 3 qui sont en rémission. Ils sont 3, et tous ils sont en Méditerranée. Donc j'espère qu'il ne va rien nous arriver en Baltique ou dans la Manche. Donc tous les bateaux militaires sont à la mer. Et donc le système militaire doit gérer, le système de la marine doit gérer le mouvement des bateaux, le ravitaillement, tout ça. Il faut qu'ils aient du pétrole pour circuler, etc. Bon. Et donc, chaque dimension a un système. Et donc, la défense, c'est un système de systèmes. C'est-à-dire qu'on doit gérer l'ensemble de ces informations. Et l'ensemble de ces informations, les photos satellites, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle l'arc des périls, c'est-à-dire qu'entre le Sénégal et l'Arabie saoudite, on a des visions 24-24. On est en direct. On a les satellites militaires, les CSO, composantes spatiales optiques, qui nous permettent de voir en direct ce qui se passe sur cet arc 24 heures sur 24, et pratiquement en direct à 12 minutes près. Et donc cette dimension-là, plus la dimension visuelle, plus la dimension des drones, plus la dimension visuelle enfin, des troupes au sol, nous permet d'avoir une communication en direct pour le fantassin ou le décisionnaire sur le territoire. Donc cet ensemble d'informations nous permet cela. Donc le spatial, c'est une dimension supplémentaire qui nous permet d'avoir cette vision-là. Et cette vision-là nous permet d'avoir un certain regard sur les théâtres d'opération. Mais j'allais dire, quand vous regardez cela, peut-être vous avez sans doute une voiture et vous utilisez peut-être Waze. Je ne sais pas, vous utilisez tous Waze. Bon, Waze, c'est un système militaire israélien qui a été inventé par les militaires israéliens, notamment pour les mouvements de troupes au sol, notamment au Liban. Et donc, les militaires israéliens, dans une multiple guerre au Liban, utilisaient Waze pour dire aux troupes, allez à droite, allez à gauche, enfin, de manière un peu plus compliquée, etc. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que cette dimension militaire, ce qu'on appelait la militaire plasma, c'est-à-dire les gens qui étaient derrière l'ordinateur qui donnaient des ordres, ça entraînait beaucoup plus de tuer sur le théâtre d'opération. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont remplacé les ordinateurs par des lieutenants et par des commandants sur place, sur le théâtre d'opération. Ils se sont rendus compte que ça diminuait l'ensemble.
ça diminue le nombre de morts. Parce que, encore une fois, la décision sur le théâtre d'opération, qui parle de Clausewitz disait, sur un théâtre compliqué, c'est-à-dire qui n'est pas plat, qui est un peu ombragé, etc., c'est la valeur du fantassin qui fait la différence. Eh bien, cette dimension spatiale, cette dimension cyber, cette dimension maritime, etc., rend d'autant plus nécessaire la qualité du fantassin, la qualité de l'homme au sol. Et encore une fois, les images que vous voyez des drones qui abattent une voiture, un bateau, etc., il ne faut jamais oublier que la plupart de ces actions sont faites par des troupes au sol. C'est-à-dire que la plupart des cibles sont éclairées, qu'on appelle ça. C'est-à-dire que c'est des troupes au sol qui éclairent une cible et qui permettent que cette cible soit, par le drone, neutralisée. Donc, j'allais dire, c'est comme votre Amazon. La technologie d'Amazon, c'est génial. Vous trouvez le bouquin que vous avez rêvé d'avoir. Sauf que s'il n'y a pas le type qui vous l'amène avec son vélo, ça ne sert à rien. Offline, online. Ben, c'est pareil pour les militaires. C'est-à-dire, vous avez une technologie, mais s'il n'y a pas un mec qui, en bas, sur le théâtre d'opération, éclaire la cible pour permettre de la faire détruire à 200 km de distance, ça ne sert à rien. Donc l'homme, ce qui est la bonne nouvelle pour moi en tout cas, l'homme a un rôle de manière de plus extraordinairement important à jouer, même avec de nouvelles informations, même avec toutes les informations qu'on récupère. Et alors, une des questions qu'on peut se poser avec les évolutions technologiques qu'on voit tous les jours, on a par exemple ChatGPT dans nos téléphones. Est-ce qu'il y a des évolutions techniques, je pense par exemple au modèle de fondation, qu'on a développé pour générer des jolies images et poser la question à ChatGPT ou résumer quelque chose? Est-ce qu'on peut tirer des analogies de ces technologies et les appliquer au domaine spatial, que ce soit pour l'imagerie, que ce soit pour la communication? Antoine, ton avis là-dessus? Oui, en fait, donc, ce dont j'ai parlé jusqu'à présent, c'était du machine learning un peu traditionnel, c'est-à-dire que c'était de l'apprentissage dit supervisé, c'est-à-dire que tous nos algorithmes, on a appris à la machine en lui disant ça, c'est un réservoir de pétrole, ça, c'est une raffinerie. Donc, on avait beaucoup de travail pour expliquer à la machine ce qu'on voulait qu'elle reconnaisse. Donc ça, c'est l'IA, donc avant l'IA génératrice, donc avant les technologies qui sont sous-jacentes à ChatGPT. Maintenant, les technologies qui ont permis ChatGPT sur le texte sont en train d'arriver maintenant donc sur l'imagerie satellite. Il faut bien voir que l'imagerie satellite est beaucoup plus complexe que le texte. Il y a des tas de capteurs différents, il y a des questions temporelles, il y a des questions de résolution, il y a vraiment des questions d'angle, etc. Donc c'est une donnée beaucoup plus massive. Et jusqu'il y a très peu de temps, on n'avait pas les capacités de calcul pour faire des modèles non supervisés, auto-supervisés sur l'imagerie satellite. Donc c'est ce qu'on appelle les modèles de fondation. Donc cela, on y est maintenant, on a les capacités de calcul pour faire des modèles dits de fondation sur l'imagerie satellite. Et en fait, ça sert à quoi? Ça sert à ce que la machine reconnaisse sans qu'on lui indique des structures sous-jacentes. Donc elle va apprendre à reconnaître un data center, une maison, un garage, tout ce qu'on veut. Et après, on lui dira, bah, tiens, je veux compter les piscines dans le sud, par exemple. Avant, il fallait que je lui en montre 10 000. Là, je lui en montre une ou deux. Et elle va me trouver toutes les piscines toute seule. Donc, en fait, elle s'est créée une représentation du monde réel de manière autonome. Donc, et donc, on arrive... l'éventail des possibles avec ça est gigantesque, comme l'éventail des possibles est gigantesque avec un ChatGPT sur le texte. Donc, on avait la première étape dont je vous ai parlé, c'était la création d'une infrastructure qui permet cela. Pour ça, il faut des satellites, il faut le traiter. Enfin, il y a pas mal de choses qui ont été faites. Et maintenant, on passe sur une deuxième phase de l'IA. Donc, IA génératrice ou modèle de fondation sur l'imagerie satellite qui va permettre d'aller beaucoup plus rapidement pour la reconnaissance d'objets, la reconnaissance d'événements, et donc une capacité d'interprétation de ces données beaucoup plus rapide. Donc c'est là où on arrive maintenant à ce niveau-là. Et une fois qu'on a ça, on peut passer à une architecture agentique, etc., mais peut-être qu'on en parlera après. Donc pour l'instant, c'est la rupture technologique, c'est
les technologies de type ChatGPT, donc génératrices, donc auto-supervisées, sur l'imagerie satellite. Donc, si je comprends bien, c'est l'IA qui est capable de reconnaître d'elle-même que une certaine zone va être une raffinerie, une autre va être une zone d'habitation, un centre commercial, une autoroute, etc. Il sera capable automatiquement de labelliser tous ces éléments, c'est ça, sans avoir besoin d'un opérateur humain qui va aller indiquer ça pixel par pixel? Tout à fait, c'est exactement ça. Donc on peut lui dire, je veux savoir quand les Chinois construisent une nouvelle base militaire, ils vont scanner le monde tous les jours, et dès qu'il y a un truc qui se passe, ça vous le dira. Donc en fait, et c'est ce qu'on appelle de l'apprentissage zéro shot ou few shot, où on a besoin de très peu de vérité terrain pour avoir une information fiable. Ce qui était très compliqué dans ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est qu'il fallait beaucoup de vérité terrain pour être sûr que le modèle sortait quelque chose de fiable. Là, j'ai montré hier des systèmes de classification des maisons dans le sud de la France en fonction de leur état de débroussaillement. Les pompiers du Var ont été visiter 2000 maisons. Donc, on a eu besoin de beaucoup de labels pour qualifier nos algorithmes. Maintenant, on va pouvoir faire ça beaucoup plus rapidement. D'accord. Et j'imagine qu'une maison dans le Var, ça ne ressemble pas tout à fait à une maison en Chine. Et donc, du coup, il faut pouvoir s'adapter et le faire de façon rapide et efficace en zéro shot ou en one shot. Donc, en montrant un ou deux exemples, voilà, ça, c'est une ville en Chine, ça, c'est une maison en Chine. Je dis la Chine comme ça, hein, mais c'est... Mais en fait, elle va classifier automatiquement des objets qui vont se ressembler. Et donc... si les maisons en Chine sont différentes d'ici, ça sera dans une classe d'objets différents, comme dans des espaces latents différents. Peut-être qu'on peut passer à une phase un petit peu plus prospective. Les exemples qu'on a donnés étaient principalement sur de l'observation et de la communication. Est-ce qu'on peut imaginer aller plus loin et refermer la boucle de observation, interprétation, décision, action? Gilles, en tant que marin, du coup, quelle vision tu as sur l'apport de l'espace, non seulement comme outil de communication, de visualisation, mais carrément est-ce que tu vois une avancée possible pour accélérer cette boucle de rétroaction? Alors, il y a un exemple qui est assez marrant, parce que moi, je travaille bien à l'école supérieure maritime. Alors, il y a qui est répandu un petit peu, il y en a un au Havre, il y en a un à Marseille, etc. Et donc, il y a 10 ans, donc il y a une éternité, les jeunes ne voulaient plus aller dans la marine parce qu'ils n'avaient plus accès aux réseaux sociaux. Et donc, au milieu de nulle part, quand vous êtes marin, que ce soit sur un porte-container ou sur un bateau de croisière, vous n'avez pas Internet. Maintenant, vous avez Internet en direct, au milieu de nulle part. Donc, j'allais dire, même ça, on se rend compte que ça devient une évidence, vous avez besoin de ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, maintenant, Air France, vous avez, grâce malheureusement à une entreprise américaine qui s'appelle Starlink, vous avez l'Internet en direct. Mais ça marche. Alors avant, ce Wi-Fi sur Air France, des fois ça marchait, des fois ça ne marchait pas. Et donc, une fois, j'ai reçu un coup de téléphone dans l'avion, quoi. C'était incroyable. Et j'ai parlé, alors discrètement, j'ai essayé. Mais voilà, vous pouvez parler, vous pouvez avoir un échange téléphonique dans un avion, ce qui était assez compliqué. Donc, on a un certain nombre de niveaux de confort qui permettent d'avoir un nouveau type de service et qui, j'allais dire, est nécessaire aujourd'hui. Je veux dire, la première chose qu'ont amené les Américains, parce que les Américains, c'est d'abord la logistique et ensuite la défense. Vous savez, comme on dit toujours, les premières personnes qui ont débarqué le 6 juin 1944, c'est des sapeurs. Ce n'est pas des fantassins, c'est des sapeurs. Préparer le terrain. Donc, quand les Américains arrivent sur un théâtre d'opération, la première chose qu'ils amènent, c'est la nourriture, l'eau en bouteille et Wi-Fi, pour que les soldats puissent communiquer. Donc, on a un certain nombre d'actions qui changent un petit peu ça. Mais si je fais un pas de côté, l'espace, ce n'est pas seulement observer la Terre, c'est observer l'espace. Et j'allais dire, il y a un exemple qui est assez amusant, c'est que les militaires allemands avaient lancé un satellite militaire et il ne marchait pas. Alors, nous, on était contents, les Français. Les Allemands, ils ne marchent pas leur truc. Et puis, comme on est français,
on a envoyé un satellite tourner autour du satellite allemand qui ne fonctionnait pas, pour savoir pourquoi. Parce qu'on sait faire ça. On appelle ça en France Yoda. Alors, on adore les acronymes en spatial, c'est Yeux optique des démonstrateurs agiles. Donc on a des petits satellites comme ça qui tournent autour des autres satellites qui sont méchants, ou des alliés, mais sur lesquels on aime bien se moquer. Et donc on a regardé ça, donc on savait ce qui ne marchait pas sur le satellite allemand. Évidemment, on ne l'a pas dit aux Allemands. Et puis 3-4 mois après, les Allemands appellent le commandement de l'espace français en disant « Si par hasard, vous aviez quelque chose qui pouvait nous dire pourquoi ça ne marche pas, on serait très heureux. » On leur a dit « Oui, on va essayer, mais c'est compliqué, vous savez. Enfin, nous, on n'a pas forcément beaucoup de possibilités, etc. » Et on leur a envoyé les données. Et grâce, comme dit Antoine, à l'intelligence artificielle, on voyait très bien ce qui n'allait pas. Donc, pendant 6 mois, les armées allemandes étaient aveugles. Nous, on savait pourquoi elles étaient aveugles, mais évidemment, on ne leur a pas dit. Donc, le spatial aussi, c'est, j'allais dire, l'ensemble d'une vision de ce qui se passe dans l'espace et comment nous, on peut, ou eux, ils peuvent, aveugler nos satellites. Les guerres commencent toujours par des guerres spatiales. En Ukraine, les premières actions qui ont été faites, c'est aveugler les satellites au-dessus de l'Ukraine. Première opération. Donc déjà, à 2 heures du matin, on savait qu'il allait se passer quelque chose sur l'Ukrainien parce que les Russes avaient aveuglé les satellites au-dessus de l'Ukraine. Même chose qui se passe au-dessus de l'Iran, etc. Donc, c'est la première action. Et pourquoi on sait faire des choses? C'est que, naturellement, à chaque fois qu'on lance un satellite militaire, il y a son petit copain russe ou chinois qui décolle 2 ou 3 mois après pour le surveiller. CSO-1, donc c'est composante spatiale optique, c'est l'armée française qui a des satellites. On l'a envoyé de Guyane, on l'a fait partir de Guyane, et 2 mois après, on a un petit jumeau russe qui tournait autour de notre satellite. Pas méchant, il regardait ce qu'on faisait. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que les satellites français sont envoyés par des Soyouz, à l'époque. Donc, les Russes savaient très très bien non seulement à quoi ils servaient, mais comment il était composé, quels composants, etc. Et on l'avait mis dedans. Mais voilà, donc le spatial, c'est pas seulement observer la Terre, c'est observer les satellites qui observent la Terre ou qui permettent des télécommunications. Aujourd'hui, on peut aveugler n'importe quel satellite en orbite. On sait faire. On peut même les désorbiter. On a des petits bras qui s'accrochent au satellite et malheureusement le bougent un peu et ils désorbitent. Donc on a la guerre de l'espace, elle est non seulement sur le théâtre d'opération, c'est-à-dire elle donne des informations, et comme disait Antoine, aujourd'hui avec Planète, ça coûte pas cher. Vous avez l'amendement Planète, vous avez la photo de la Terre tous les jours, entièrement. Alors, c'est recomposé en intelligence artificielle, parce que des fois, malheureusement, il y a des nuages. Donc, on ne voit pas la Terre, mais il recompose par rapport à la photo qu'il y avait il y a 1 jour, 2 jours, 3 jours, etc. Donc, on a aujourd'hui, si vous voulez vous abonner à Planète, vous avez la photo de la Terre tous les jours. Vous pouvez regarder ce qui se passe au-dessus de tel ou tel endroit. Et donc, y compris au-dessus de l'Iran, si ça vous intéresse. Ou l'Ukraine, si ça vous intéresse encore plus. Donc voilà. Donc, on a cette vision-là. Le spatial, c'est, on regarde bien sûr la Terre, on suit la Terre, notamment en différents niveaux. Par exemple, l'infrarouge. Vous savez que l'infrarouge, c'est ce qui a permis de récupérer Che Guevara. Puisque Che Guevara, en Bolivie, était dans la jungle. Pour le trouver, on avait du mal. Et les Américains qui avaient des satellites infrarouges, qui tournaient autour de la Terre, ont dit aux Boliviens, tiens, il y a un truc qui est drôle, c'est qu'au milieu de la jungle, il y a des lumières tous les soirs. Et donc c'est comme ça que les Boliviens ont pu arrêter et assassiner Che Guevara. Donc voilà, ça sert aussi à ça, ça sert à ces dimensions-là. Et donc on a plein d'informations qu'on peut récupérer. Mais comme disait Antoine, la vraie question, c'est pas récupérer l'information, c'est la capacité de la traiter et l'intelligence qu'on peut avoir. Sinon, l'information, vous pouvez l'avoir. On sait que le satellite allemand ne marche pas, mais on pourrait dire il ne marche pas. Bon. Mais avec l'intelligence qu'on a mis dans la reconnaissance optique, on a les capacités de savoir pourquoi l'antenne de ce satellite allemand ne s'était pas déployée. Donc la guerre des étoiles, ce n'est pas uniquement la guerre avec l'espace, maintenant c'est même la guerre dans l'espace du coup. Ah ben oui, c'est-à-dire que c'est, encore une fois, ce qu'on sait, c'est que
les Américains disent que on peut pas défendre un satellite. C'est-à-dire, si quelqu'un veut détruire votre satellite, il y arrivera. Il n'y a aucun problème pour détruire un satellite, que ce soit par un missile, ou que ce soit par un petit satellite méchant qui vous aveugle, etc. Donc la question, c'est comment vous remplacez un satellite, et surtout, comment vous permettez de maintenir un niveau de service très élevé, pas seulement en regardant la Terre, mais aussi par rapport aux autres satellites qui permettent d'avoir une vision, d'avoir une action militaire. En plus, l'intérêt du spatial, c'est que c'est compliqué de savoir qui vous a fait du mal. C'est-à-dire, on voit bien que sur la table d'opération aujourd'hui, bon, il y a des méchants et des gentils, ça dépend où on est, et voilà, on sait qui fait quoi à qui. Dans le spatial, pour prouver que c'est le méchant russe ou le méchant iranien qui vous a touché, etc., c'est excessivement compliqué. On n'a pas les reconnaissances. Donc, cet ensemble d'infrastructures, parce que c'est des vraies infrastructures spatiales qui concentrent des données, ces infrastructures sont de plus en plus fragiles. Et donc, la question, c'est comment les protéger et comment on peut, j'allais dire, empêcher cette guerre de l'espace avec ce qu'on appelle notamment le syndrome Kessler. Le syndrome Kessler, c'est notamment l'orbite basse. Il suffit de détruire une dizaine de satellites pour qu'on détruise l'orbite complète. C'est-à-dire on peut avoir une vision où, en détruisant... Il y avait un film comme ça américain, on voit la station spatiale qui est détruite parce qu'il y a un premier destruction de satellites qui entraîne une destruction de dizaines de satellites qui détruisent ensemble toutes les satellites en orbite. Ça on appelle le syndrome de Kessler. Un accident, on arrive à détruire tous les orbites basses. Imaginez aujourd'hui qu'on détruise tous les satellites en orbite basse. Ça veut dire qu'il n'y a plus de lumière ici. Vous ne pouvez plus retirer de l'argent au niveau bancaire. Les hôpitaux ne fonctionnent plus. Les retraits bancaires ne fonctionnent plus. Les services publics ne fonctionnent plus. On parlait de l'eau hier. Les gestions d'eau ne fonctionnent plus. Donc voilà. Si on arrive à faire ça, et il y a des gens qui sont intéressés à faire ça, on arrive dans une situation, j'allais dire, moyenâgeuse. Et ça, c'est parce qu'aujourd'hui, le spatial, dans notre vie de tous les jours, militaire évidemment, mais aussi civil, ça nous permet de vivre dans les bonnes conditions. On ne peut pas avoir des directives bancaires, des échanges bancaires sans le spatial, etc. Donc, il y a un risque évident. Donc, la question, c'est comment on arrive à avoir des règles du jeu, des règles spatiales, etc. Mais encore une fois, comme Antoine le disait, c'est la capacité d'être intelligent, de lire les images et de lire l'information qui est primordiale. Alors, j'étais en train de vérifier la date de la mort de Che Guevara. C'est en 1967. Mais on avait déjà ces prémices de « j'observe la Terre depuis le ciel, je vois quelque chose d'un peu étrange, des lumières, de la chaleur dans la jungle à un moment, ou à un endroit plutôt où c'est curieux, en tout cas, on va dire ça ». Antoine, est-ce que les technologies modernes permettent de faire ce genre de déduction, d'interprétation à plus grande échelle, plus automatique, peut-être pour des usages un peu plus nobles, mais malheureusement, les questions de défense sont aussi d'actualité. Qu'est-ce que 50 ans de technologie nous apportent pour peut-être détecter les futurs Che Guevara ? Je vais prendre un exemple. On travaille avec les forces armées en Guyane et la gendarmerie nationale en Guyane pour détecter l'orpaillage illégal. Donc le problème en Guyane, c'est qu'il y a beaucoup de nuages. Donc on va utiliser un capteur radar qui passe au travers des nuages et on va regarder l'ombre des arbres avec le radar. Et s'il y a une ombre qui apparaît, ça veut dire qu'un arbre a été coupé. Et ça veut dire qu'il y a du débroussaillement et donc probablement de l'orpaillage illégal. Donc ça, c'est la physique. Elle est assez simple à comprendre. Maintenant, on est capable de faire ça et en fait, on surveille tous les 3 jours l'intégralité de la superficie de la Guyane française, ce qui est quand même assez grand. On pourrait aller plus loin d'ailleurs. Et donc, on va automatiquement prévenir les forces, la préfecture, les forces armées en Guyane, d'un débroussaillement et donc de l'installation possible d'un camp. On gagne entre 6 mois et 2 ans par rapport au renseignement humain qui était la source principale d'information jusqu'à présent.
Donc oui, on a quelque chose qui permet de détecter. Alors, on n'est pas un système où on détecte ça et automatiquement, il y a un missile qui sort du satellite pour aller détruire le camp. Donc, on n'en est pas encore là. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on va arriver là? Et donc ça, c'est le sujet des agents. Donc, j'ai parlé tout à l'heure des modèles de fondation. L'IA qui est en train d'impacter nos vies, il y a les modèles de fondation qui sont apparus il y a 3-4 ans. Il y a maintenant les agents. Donc, qui permettent en fait, de faire beaucoup de tâches très complexes de manière autonome. Donc, c'est pas encore arrivé dans le domaine de l'observation de la Terre, mais c'est vraiment le sujet. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on va avoir des agents autonomes qui vont détecter une action qu'un État ou qu'une organisation peut considérer comme hostile et, de manière autonome, prendre une décision d'arrêt, de destruction, donc de cette action qui est considérée comme hostile par l'acteur étatique en question. Et on n'y est pas encore, mais on est en train de tester des architectures agentiques dans l'espace. Donc on met des GPU, donc des grosses, les trucs de NVIDIA là-haut pour traiter l'information en temps réel. Ne pas avoir à la descendre et la remonter, parce que ça prend beaucoup de temps, il faut passer par des stations au sol, donc de laisser de la capacité de calcul puissante dans l'espace, de manière à rendre le système autonome. Et là, on va commencer à arriver à des questions morales, éthiques, très importantes, puisque vous avez un système dans l'espace autonome. C'est facile de mettre des capacités cinétiques létales là-haut. Quand est-ce qu'on va arriver à un moment où, si vous sortez de la ligne jaune, vous aurez automatiquement une amende parce que vous aurez été détecté par satellite? Ça, c'est une question. Bon, et encore, ça reste tranquille. C'est pas cinétique. Quand tu dis cinétique létale, juste pour clarifier, c'est une bombe larguée depuis orbite. Voilà, ce ne serait pas une bombe, mais ça peut être un laser. Il y a des moyens de destruction qui pourraient être envisagés, ou alors de demander à un système au sol d'agir. Mais la question, c'est quelle autonomie on va laisser aux machines, puisqu'elles vont avoir la capacité technologique de décider par elles-mêmes. C'est vraiment le sujet partout. Enfin, si vous mettez, je ne sais pas si vous avez essayé des agents sur vos PC, mais ça peut tout faire pour vous. Mais avez-vous envie que cet agent ait accès à vos comptes, accès à tout, pour qu'il le fasse de manière autonome? Ça, c'est une autre question. Donc, agent, pour rappeler, c'est lorsqu'on connecte une intelligence artificielle à quelque chose qui peut faire des actions. Quelque chose d'assez trivial, c'est envoyer un email, par exemple. Vous dites à votre assistant, envoie un email à Antoine pour qu'on aille se prendre un café la semaine prochaine. Et mon agent va aller probablement se connecter à l'agent d'Antoine. Ils vont regarder dans nos agendas respectifs et trouver que voilà, mercredi prochain, on peut aller prendre un café ensemble. Ça, c'est l'agent, je dirais, assez bénin. Et normalement, il n'y a pas de mort ou il n'y a pas d'activité cinétique létale en conséquence. Et la question après, donc, et c'est quelque chose dont on parlait juste avant la conférence. Gilles, quelle est l'éthique qu'on doit avoir dans ce genre de cas? Parce qu'il y a les capacités qu'on développe, on peut faire quelque chose. Après, comment est-ce qu'on se limite? Est-ce qu'on doit ou doit ne pas faire ça? Qu'est-ce qui est faisable maintenant et quels sont les garde-fous qu'on s'impose déjà à l'heure actuelle? Alors, on n'est pas dans le Docteur Folamour, le film de Kubrick, là, vous savez, c'est tellement la machine est prête, donc s'il y a des bombardements, bon, ben voilà. Et même le Docteur Folamour, il y a quand même le fait qu'il y a un B-52 qui ne répond pas et qu'il est géré par un fou, et donc il faut qu'il y ait un fou dans un B-52 au-dessus de la Russie qui bombarde. Et à ce moment-là, la machine répond automatiquement, ils ont bombardé, on va bombarder, etc. Bon, donc ça, c'est une première image. Deuxième image, c'est, j'aime bien prendre l'exemple, quand vous êtes à Singapour le soir, quand vous rentrez à 2h du matin à votre hôtel, des fois, vous passez en dehors des clous. Et le lendemain matin, vous recevez un SMS en disant « Nous avons la photo que vous avez traversée en dehors des clous, donc vous avez une amende. » Voilà. Donc ça existe déjà. Donc c'est assez drôle, Singapour, pour ça. Donc, aujourd'hui, alors, ce qu'on dit, parce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas, ce qu'on dit, c'est que
j'allais dire, la décision, c'est homme, machine, homme. L'homme décide que, par exemple, si on bombarde telle ville, nous, on bombardera telle ville. Ou alors, si je décide on en parlait tout à l'heure avec monsieur, si un gouvernement du Moyen-Orient décide de dire on va tuer tous les dirigeants d'un autre pays du Moyen-Orient, donc la décision elle est humaine. Le Premier ministre de ce pays dit voilà, il faut que en nommant les gens quand même, une dizaine de noms, voilà, ces gens-là, bon, il dit à la machine, vous essayez de les récupérer, les repérer, etc. Et à ce moment-là, vous me donnez l'information. L'opérationnel passe par l'homme. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez repéré ces gens-là, une voiture qui circule, ben c'est un homme qui tire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, aux États-Unis, officiellement, en Israël, officiellement, en France, officiellement, c'est, comme je disais, la BA-709 de Cognac, qui est en charge des drones, qui était en Afrique, et qui donc... Les drones sont en Afrique, mais les opérateurs sont à Cognac. Alors là, ils étaient à Niamey. Et donc, c'est eux qui tirent. C'est-à-dire que c'est une personne qui tire. Elle a l'image devant lui et elle tire. Et aujourd'hui, des armées occidentales, officiellement, prennent toujours cette décision. C'est-à-dire c'est toujours un opérateur qui tire. Et qui peut ne pas tirer. Il a le droit de ne pas tirer. Malgré le fait qu'on lui dit, c'est clair, il n'y a personne autour, etc., vas-y, tire. L'opérateur peut arrêter de tirer. Et pour connaître un peu des personnes de Cognac, je peux vous assurer que leur vie n'est pas simple. Comme rentrer le soir, ce n'est pas un jeu vidéo, quoi. Ce n'est pas un joystick. On dit, oh tiens, j'ai fait un carton. Non, parce que là, vous savez qu'il y a des gens en bas qui sont morts. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas d'automaticité. Et j'allais dire, et d'autant plus qu'il n'y a pas d'automaticité que c'est toujours beaucoup plus complexe qu'on imagine. Rappelez-vous, donc on parlait d'Israël et d'Iran pour ceux qui n'ont pas compris. Quand la personne à la tête de l'Iran a été assassinée, on s'est rendu compte que ce n'était pas les satellites qui avaient donné l'information. C'est que les Israéliens, depuis 10 ans, avaient suivi les chauffeurs de ces personnalités. Et donc, c'est parce qu'ils suivaient non seulement par satellite, par écoute, mais physiquement, qu'ils savaient que, tiens, ce jour-là, à 8 heures du matin, comme par hasard, tous les chauffeurs de tous ces dignitaires iraniens se rendaient au même endroit. Donc, à la fois, il y a des informations, j'allais dire, scientifiques, j'allais dire, d'images, d'analyse d'images, mais à la fois, il y a un type qui sait et qui interroge le chauffeur de monsieur Untel et qui sait où il va. Donc, c'est toujours, voilà, l'aspect humain est toujours, aujourd'hui, décisionnel et décisif dans ces aspects-là. Alors après, dans le futur, il y a un jeu, vous savez, que les militaires font, c'est ils demandent à l'IA de détruire automatiquement l'adversaire avec la seule question, préserver l'espèce humaine. On leur dit, mais par contre, vous devez préserver l'espèce humaine maximum. Alors, il y a des IA qui disent, est-ce que vous parlez de l'ADN ? Parce que si vous préservez l'espèce humaine, on va préserver l'ADN. Mais on peut détruire tout le monde. On peut raser la Terre, mais on va garder l'ADN. Donc, on aura préservé l'espèce humaine. Et je vous assure que dans notre ordinateur, on aura l'ADN de 7 milliards de personnes. On va les récupérer, mais on a fait le job. Alors, tu connais ça par cœur, la question, il faut poser une question intelligente, quoi. Mais, et j'allais dire, et même quand vous demandez à l'IA de dire tu n'as pas le droit de tirer à condition, sans un ordre explicite que je te donnerai, ce que les Britanniques ont repéré dans l'IA, c'est que la machine avait tendance à se dire comment couper les communications pour ne pas recevoir d'ordre. C'est-à-dire qu'ils développent un système autonome pour dire, avec un peu de chance, malheureusement, là, il y a une coupure de 5G, donc je ne pourrai jamais recevoir l'ordre, et donc je pourrais décimer tout le monde. Donc voilà, il faut être intelligent dans la question, mais voilà. Donc aujourd'hui, pour répondre à la question, y compris toi et monsieur, c'est aujourd'hui, il y a toujours l'aspect humain qui décide. Il n'y a pas d'automatisation.
j'allais dire, et on s'est rendu compte au cas des crises précédentes, à Cuba comme plus récemment, que le facteur humain était décisif dans ces prises de décision et même était une sécurité maximum. Parce que, encore une fois, je ne crois pas à la transparence. Je crois toujours au brouillard de la guerre. Et plus on a de l'information, plus il y a de brouillard de la guerre. Aujourd'hui, je veux dire, on se dit... Alors, les détroits d'Ormuz, pour avoir un peu navigué dans ces endroits-là, quand je travaille sur un pétrolier, c'est tout petit. C'est pas profond. Donc vous vous dites comment ça se fait que des armes occidentales ou extrêmement développées ne peuvent pas garantir cette situation. Pour vous donner un exemple de budget, le budget spatial de défense américain, c'est 30 milliards par an. Le budget spatial de défense français, c'est 600 millions. D'accord ? Voilà, c'est ça le niveau. Donc, on peut se dire, avec tous ces moyens qu'ils ont, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à défendre ? Parce que c'est extraordinairement compliqué. Il suffit qu'il y ait un petit bateau avec un petit mec qui charge son bateau de munitions, qui se fait péter au milieu du détroit d'Ormuz, et c'est fini, game over. Donc, voilà, donc j'allais dire, il y a cette dimension humaine qui est toujours à la fois inquiétante et rassurante. Et encore une fois, quand vous reprenez l'exemple malheureux des attentats à Paris, ou les attentats encore plus extraordinaires aux États-Unis le 11 septembre 2001, on avait la photo des terroristes. Ils ont été photographiés à l'aéroport de Boston, de Logan, où ils sont partis. On savait qu'ils s'entraînaient sur des simulateurs de vol, qu'ils avaient fait des classes à Hambourg. On ne les a pas arrêtés. Pourquoi ? Parce que la première personne qui les a vus à l'aéroport de Logan ne les a pas arrêtés. Le deuxième a eu l'alerte, mais il a dit si le premier l'a passé, il n'y a pas de problème. Et donc, il y a une chaîne de trucs. Donc, voilà, j'allais dire, il y a ce rassurant que l'homme décide à la fin et inquiétant parce que si c'était la machine qui avait décidé, les terroristes n'auraient jamais pu décoller de Logan. Effectivement, ça ouvre beaucoup de questions éthiques et de questions justement de contrôle parce que il n'y a rien de plus stupide qu'une machine qui va bêtement appliquer son programme et le faire de façon absolument sans conscience, sans âme, sans valeur, sans rien du tout. Alors, peut-être justement, puisqu'on parle de valeur, je vois que le temps tourne et je suis sûr qu'on aura des questions du public. Les valeurs, c'est quelque chose qui sont liées à une culture, qui sont liées à une histoire, qui sont liées à un pays. Quel rôle à la France, quel rôle à l'Europe, comment protéger ou comment encourager justement nos valeurs et notre souveraineté dans cette course à l'espace, ou en tout cas ce domaine de compétition absolument gigantesque. Qu'est-ce que ça nous demande et qu'est-ce que ça nous apporte ? Antoine, est-ce que tu as des idées là-dessus ? C'est peut-être un sujet un peu polémique, ou en tout cas, mais c'est des questions qui sont importantes, je pense. Oui, polémique, enfin, c'est des vrais sujets. C'est sûr qu'on on est en train de basculer vers un monde de puissance qui est peut-être assez différent des valeurs que l'Europe portait jusqu'à présent. Maintenant, on n'est pas vraiment dans le driver's seat, comme on dit. Donc, on est plutôt à l'arrière et on subit ce qui se passe. La question, c'est est-ce qu'on passe dans le coffre ou on essaye de revenir devant ? Et si on veut revenir devant, il y a un certain nombre de choses qu'il va falloir changer chez nous parce que on a des scientifiques brillants, on développe des technologies, mais on passe jamais à l'échelle. C'est extrêmement compliqué de passer à l'échelle chez nous. Il y a plein de technologies qui ont été inventées en Europe, mais les acteurs industriels ou étatiques ou quasi-étatiques, parce que bon, je pense que SpaceX, c'est un peu quasi-étatique, qui les contrôlent, ne sont pas sur le continent européen. Donc on a perdu beaucoup de capacité de puissance et donc d'autonomie. Donc défendre des valeurs, si on est le petit dernier de la classe sans aucun moyen de se défendre, c'est un peu compliqué. Et c'est vraiment ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Moi, j'ai créé une boîte qui fait de l'intelligence artificielle dans le monde de l'espace. Je travaille pour les armées, je travaille pour des informations critiques. Je n'ai pas trouvé le financement en France pour continuer. Donc, j'ai vendu ma boîte à des Anglais. Donc, il y a un vrai sujet
on invente, mais on ne sait pas passer à l'échelle en Europe. C'est un énorme. Alors on sait pourquoi, c'est parce qu'il n'y a pas de fonds de pension, il n'y a pas de financement, il y a plein de sujets on sait pourquoi on a cette situation-là. Mais à un moment donné, si on veut pouvoir défendre nos valeurs, il va falloir qu'on puisse se retourner dans la cour des grands. Et aujourd'hui, on n'est plus dans la cour des grands. Donc, question sur le financement, question sur la liquidité des capitaux et la possibilité d'avoir des investisseurs privés qui investissent, ou publics d'ailleurs. Gilles, toi, tu es je crois un grand fan du couple franco-allemand. Tu as habité et travaillé en Allemagne. Surtout allemand, tu dis, Théma, bon. À ton avis, quelle vision pour l'Europe, quelle vision pour la France, quel défi et quelle solution? Voilà, en moins de 5 minutes. Encore une fois, on n'a pas la même histoire, enfin, on n'a pas le même regard sur l'histoire. J'allais dire, la France s'est construite après 40, après la destruction de toutes ses valeurs, sur le fait qu'il fallait être autonome. C'est la clé. Donc, l'autonomie, c'était quoi? C'est la bombe nucléaire, et 2, des missiles pour lancer la bombe nucléaire. Voilà. Donc, une fois qu'on a la bombe nucléaire et les missiles pour la lancer, voilà, on est autonome, personne ne peut nous attaquer, etc. Alors, ce qui est en question, c'est qu'aujourd'hui, s'il y a 200 drones russes qui s'abattent sur Paris et qui ne sont pas nucléaires, est-ce qu'on envoie une bombe nucléaire sur la Russie qui ferait que la France serait détruite? Non. Donc, la stratégie de dissuasion, aujourd'hui, elle atteint ses limites profondes. Deuxièmement, les Allemands, c'est l'inverse. Les Allemands, ils se sont rendus compte que quand ils étaient tout seuls, c'était peut-être dangereux pour le reste du monde. Ça, les Allemands disent, nous avons peur de notre propre courage. C'est exactement ça. C'est-à-dire que les Allemands seuls, c'est trop grand pour l'Europe, trop petit pour le monde, comme disaient les Américains. Et donc, donc leur histoire, c'est heureusement qu'il y a eu papa, les États-Unis, qui nous ont aidés à construire notre pays, y compris le fédéralisme, etc. Et donc, naturellement, papa, c'est lui qui nous protégera s'il y a les méchants qui attaquent. Et donc, quand vous percutez ces deux visions, une vision autonome, la France seule, face au monde entier méchant, etc., et les Allemands en disant, nous, on est une coalition, et l'armée allemande a été créée par les Américains pour lutter contre le communisme, eh bien, vous avez des gens qui n'arrivent pas à se comprendre. D'accord. Donc, parce que on n'a pas la même vision, Donc, j'allais dire, et puis, la personne qui peut me décrire les valeurs de l'Europe percutées par ce qui s'est passé depuis 10 ans dans le monde entier, et dire que les valeurs européennes sont des valeurs mondialistes, humaines, etc., il aura quelques problèmes pour expliquer les valeurs européennes. Donc c'est excessivement compliqué. Je veux dire, si on se base sur les valeurs, on va avoir quelques problèmes. Donc aujourd'hui, on a cette vision qui est différente. La seule chose qu'on peut dire, c'est que ce qu'on sait, c'est qu'en effet, comme disait Antoine, on ne joue pas dans la cour des grands. C'est-à-dire que je disais des chiffres, 30 milliards pour les Américains sur le budget de défense spatiale, 600 millions pour la France. Avec les Allemands, les Européens, on doit être à 8-10 milliards maximum. On ne joue pas dans la même cour. Et donc, et les Américains le savent, ce qu'ils appellent, ils appellent ça une guerre de découragement. C'est-à-dire, vous investissez, vous surinvestissez. Alors, c'est comme quand vous courez derrière quelqu'un, vous êtes à 1 mètre de lui, vous dites, je vais y arriver. Et puis, il accélère. Vous prenez 1,50 m, c'est dur. Un vélo, ça se voit encore plus. Et puis, vous voyez qu'il prend de plus en plus d'avance. Et vous accélérez. Puis, à un moment, vous ne pouvez plus. Vous arrêtez. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans les systèmes d'armement. C'est une guerre de découragement. Voilà. On n'a plus le niveau, on n'a plus les munitions, on n'a plus ça. Et donc, j'allais dire, ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut surinvestir. Il faut surinvestir dans des entreprises de qualité, il faut surinvestir, etc. Et j'allais dire, c'est la question, c'est comment on surinvestit, avec qui? Et dernier point, est-ce qu'on accepte la codépendance? C'est-à-dire, est-ce que la France accepte de ne pas pouvoir tout faire? On parlait des Rafales, les fameux Rafales. Le président de Dassault dit, on a les meilleurs avions du monde, m'emmerdez pas, pourquoi ces connards d'Allemands, ils n'achètent pas les Rafales? Encore une fois, on travaille dans les systèmes d'armes. Vous savez, et le F-35 que les Allemands ont acheté, c'est un système d'armes. Ce n'est pas un avion. Le Rafale, c'est un avion, le F-35, c'est un système d'armes. C'est-à-dire qu'il
Il s'implique dans la gestion des drones, dans la gestion satellitaire, etc. Et donc, il était impossible pour les Allemands d'acheter le Rafale parce que ce n'est pas un système d'armes. C'est comme si vous aviez un iPhone, vous avez demandé de travailler avec le Samsung. Bah, ils avaient perte d'informations. Perte d'informations au-dessus de la Chine pour bombarder Pékin, ça peut être emmerdant. Et donc, on ne peut pas travailler comme ça. Et donc, cette dépendance qu'on a aujourd'hui par rapport aux Américains, elle est d'autant plus forte que les Américains ont ce qu'on appelle un kill switch. Ça veut dire qu'on peut désarmer, j'allais dire, l'arme qu'on a prêtée à un allié. Et j'allais dire, on parle de kill switch non seulement pour les systèmes d'armes, mais aussi pour les logiciels, mais aussi pour les data centers. Donc, cette dépendance-là, est-ce qu'on l'accepte? Et on accepte d'être l'enfant de la cour de récréation? Ou est-ce qu'on veut jouer un rôle important? C'est une décision qui doit être prise, j'allais dire, par le prochain président de la République. Alors, on a vu ensemble, on a parlé d'abord de l'espace, la situation actuelle, le développement des nouvelles technologies, de l'IA qui permet beaucoup de choses plus vite ou parfois les mêmes choses qu'avant, mais à l'échelle du monde en quelques minutes peut-être, quelques secondes. On a parlé de souveraineté aussi et de l'importance d'avoir les mains sur le volant. En quelques minutes pour conclure, un dernier mot de la fin. Antoine, pour commencer. Non, je pense que on est en Europe, on a été moteur d'une révolution. On est encore au cœur de cette révolution technologique qui va changer énormément de choses. Enfin, c'est en train de se passer maintenant, donc rien n'est perdu. Mais il faut se donner les moyens si on veut y arriver. Il n'y a pas un fatum, on est capable de le faire, mais je pense que c'est une décision collective en France, mais plus largement en Europe, d'essayer de reprendre plus d'autonomie. Je pense que les faits vont nous pousser vers cela, on espère, parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas tellement d'autres solutions, mais est-ce qu'on va réussir à le comprendre et le mettre en œuvre? Ça, c'est l'avenir nous le dira. Est-ce qu'on aura les moyens de nos ambitions? Gilles, rapidement, avant de laisser la parole à la salle pour quelques questions. On est condamné à travailler avec les autres. Et donc la vraie question, c'est est-ce que les uns comme les autres, c'est-à-dire les Français, les Allemands, les Italiens, les Espagnols, vont accepter de laisser une part de leur histoire et de leur culture pour créer un souffle européen, et non pas à réfléchir nation par nation. C'est la clé. Si on n'arrive pas, on sera dépendant. La vraie question, c'est a-t-on la maturité politique pour le faire? Merci beaucoup. Merci à tous les deux. J'ai cravaché un petit peu pour laisser du temps pour quelques questions dans l'assistance. Il y a des micros qui tournent. Donc, si vous avez des questions pour nos experts, c'est le moment. Levez la main et on vous apportera un micro. Ne soyez pas timide. Il y a un micro qui arrive, comme ça tout le monde pourra en profiter. J'ai entendu qu'un marin sur le Charles de Gaulle arrivait à identifier le parcours du Charles de Gaulle avec Strava. Donc je me dis que c'est pas la peine des fois d'avoir des moyens très sophistiqués. Et comme vous aviez dit tout à l'heure, il ne voulait pas être marin, mais c'est normal. Ça serait normal qu'un gars sur le Charles de Gaulle ne dévoile pas sa position avec un logiciel à côté, quoi. Oui, non, mais j'allais dire, mais ça vous imaginez bien que un porte-avions, on n'a pas besoin de savoir qu'il y a un apprenti sur un porte-avions qui fait son jogging pour savoir où était le porte-avions, quand même. D'accord? Ça se voit, y compris physiquement, des côtes. Je veux dire, un porte-avions avec sa armada, hein, parce que le porte-avions, vous avez encore une fois les destroyers autour, vous avez le bateau ravitailleur, vous avez des avions qui décollent, ça se voit. Donc, mais j'allais dire, ce qu'on disait, c'est une combinaison d'informations. Ce qu'on disait. C'est-à-dire qu'en recoupant tout ça, c'est relativement facile de savoir des choses. Mais j'allais dire, ça fait partie des informations que vous récupérez, des informations de base technologie.
Mais il veut dire couplé avec d'autres informations. Vous savez, le porte-avions, on sait exactement où il est depuis des années, parce qu'il est exactement sur les sites gaziers sous-marins au large de Chypre. Pourquoi il est là? Parce que la Turquie revendique ses réserves gazières au large de Chypre. Et donc, le seul endroit où le porte-avions français est, c'est juste au-dessus des réserves de gaz pour pouvoir dire aux Turcs, et pas du tout aux Iraniens, attention, on est chez nous là. Donc, intelligence artificielle, oui, mais on bénéficie aussi parfois de la bêtise naturelle et il faut savoir utiliser tous les capteurs à notre disposition. Il y avait une autre question? Oui, madame. Je voudrais savoir si, dans un futur proche, la guerre va se déplacer de terre dans l'espace et atteindre les satellites, et si ça implique trop d'inconvénients économiques, stratégiques, pour que ça continue à rester sur Terre plutôt que dans l'espace. Elle a déjà lieu, la guerre. Encore une fois, le début de la guerre Ukraine, ça a commencé dans l'espace. Donc, ce n'est pas dans le futur, c'est aujourd'hui, maintenant. La guerre, aujourd'hui, est dans l'espace. Quand les Russes donnent des informations aux Iraniens sur les sites à bombarder en Iran, via des photos satellites et l'intelligence artificielle des équivalents de Kairos en Russie, je veux dire, ça existe déjà. Donc on a déjà. Donc c'est pas la guerre dans l'espace, c'est pas des satellites qui se tuent entre eux. Mais ça existe aussi. Hein. Nous on s'est tué des satellites en géo et en orbite basse, les Français. Hein. Donc on n'est pas trop mal non plus. Mais j'allais dire, c'est encore une fois une composante de système. La guerre est multidimensionnelle. Elle est sur terre, air, mer, dans la cyber. Aujourd'hui, les bateaux qui sont au large de Chypre, ils sont attaqués tous les jours avec en termes de cybersécurité, etc. Il y a des tentatives tous les jours d'attaquer les logiciels qui sont sur le porte-avions Charles de Gaulle, tous les jours. D'accord ? Et j'allais dire, il est suivi, comme on disait, pas seulement parce que le mec fait du jogging, mais il est suivi par des satellites russes et chinois qui donnent des informations aux Iraniens pour savoir exactement où le porte-avions français est. Donc, encore une fois, c'est un système de système. Comme disait Antoine, on récupère de l'information, on analyse, et à partir de là, on prend des décisions. Il nous reste encore du temps pour une question, monsieur. Merci pour tout ça. Vous mettez en doute la force de frappe française. Est-il vraiment indispensable d'investir là-dedans encore, ou vaut-il mieux l'utiliser ces fonds pour l'espace, pour d'autres technologies, puisque apparemment vous n'y croyez plus? C'est pas j'y crois plus, c'est que les modèles, faut qu'ils évoluent. Les modèles, faut qu'ils évoluent. Alors, la force de frappe française, si on l'enlève, non, mais les modèles évoluent, c'est-à-dire comment, voilà, on gère les drones qui circulent au-dessus de l'île Longue. Il y a eu un exemple, donc il y a un drone qui, il y a 2 mois, je crois, a survolé l'île Longue. L'île Longue, c'est là où les sous-marins nucléaires français sont positionnés. Alors, on ne sait pas d'où il venait le drone, on ne sait pas si les Russes, Chinois, etc., mais il y a un petit drone qui se promène. Voilà. Donc, on a régulièrement des tests. Cet hiver, il y a eu un quartier à Berlin où il y a 100 000 personnes qui ont été privées d'électricité. Parce qu'il y a une centrale électrique qui a brûlé, qui était très sécurisée, mais qui a brûlé. Alors, bien sûr, on peut penser que c'est fait exprès. Et donc, on a privé pendant 15 jours 100 000 Berlinois de chauffage. Ils disaient moins 10, moins 15 à ce moment-là. Je ne sais pas pourquoi, c'était un hasard. Donc, voilà. Donc, j'allais dire, il faut à la fois avoir les outils pour être en capacité de faire peur, mais j'allais dire, des outils pour résister au sol, c'est-à-dire d'éviter qu'il y ait des gens qui détruisent des infrastructures ferroviaires. Ça arrive régulièrement en France et en Allemagne, en Italie, c'est-à-dire qu'il y a des infrastructures ferroviaires qui sont attaquées. Il n'y a pas de mort, mais il y a le jour de l'inauguration des Jeux Olympiques à Milan, il y a eu un système ferroviaire des trains qui arrivait à Milan qui a été détruit. Ce n'est pas un hasard, c'est une attaque. Donc il faut savoir se défendre aussi contre ce type d'attaque. Bonjour. Allez, une petite dernière. Je voudrais avoir votre sentiment. La jeunesse actuelle, est-ce qu'elle est intéressée par l'action que vous poursuivez, par l'avenir que vous déployez? Comment réagissent les jeunes en France
par rapport à toutes ces évolutions? Dans ma société, l'âge médian, c'est 28 ans. Donc, sachant que je joue un peu de l'autre côté. Donc oui, on recrute vraiment des gens sortis d'école qui ont envie de comprendre cette technologie, de savoir comment l'IA peut servir à quelque chose, parce que on fait beaucoup de choses sur l'IA qui fait peur, etc. L'IA, ça sert à des choses. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pas que ça remplace des humains, c'est qu'on était incapable de le faire avant. C'est vraiment une augmentation extraordinaire de nos capacités intellectuelles et de nos capacités cognitives. Il est impossible pour des humains de traiter toute l'information qu'on reçoit aujourd'hui. Donc l'IA, en l'occurrence, ce dont on parle ici, c'est absolument pas une menace, c'est une chance, une opportunité. Et on a énormément de gens qui souhaitent venir travailler là-dessus. Enfin, c'est vraiment pas du tout. C'est vraiment même très, très puissant. Merci beaucoup. Merci Antoine, merci Gilles pour vos réponses. Merci aux questions de l'auditoire.